ça sera nous. Allô tout le monde! Donc, bienvenue sur l'épisode 2 de Demain, ça sera nous. Aujourd'hui, premier invité, devinez c'est qui? Un policier, en fait, un ex-policier de la SPVM que j'ai eu la chance de recevoir sur mon podcast aujourd'hui. Je suis vraiment contente de commencer avec ce métier-là parce que je trouve que c'est un métier dont la plupart des gens sont curieux. Il ne faut pas oublier non plus que le métier de policier, c'est quand même un gros métier, comme Monsieur Stéphane Wall me l'a dit sur mon podcast. C'est un métier où ils doivent jouer les héros. Donc, ça a été super intéressant de l'entendre. Il nous a raconté des histoires, il nous a bien amené ce que c'était son métier, puis l'importance de la profession. Autant comme moi, il a su encourager le public à devenir ce qu'ils veulent, de suivre le petit instinct en dedans de nous qui nous parle et qui nous dit qu'on est destiné à quelque chose. Donc, vraiment contente de l'avoir eu sur mon podcast. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et bon podcast. Voilà! Allô tout le monde! Donc, bienvenue sur le podcast de Demain, ça sera nous. Donc, aujourd'hui, on est là pour l'épisode 2, bien attendu, parce qu'aujourd'hui, j'invite mon tout premier invité sur le podcast. Donc, un policier, un ex-policier de la SPVM, Stéphane Wall. Donc, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, merci. Est-ce que vous voulez vous présenter peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui, en fait, moi, je suis retraité depuis maintenant 5 ans. J'ai fait 29 ans de carrière au SPVM, Service de police de la Ville de Montréal. Puis, j'étais un superviseur de quartier, donc j'ai terminé dans le quartier Rosemont, mais j'étais aussi spécialisé en usage judicieux de la force. Fait que pendant plusieurs années, j'ai formé des policiers sur l'emploi de la force, des médecins de compétences, des simulations. Je me suis occupé des dossiers de formation comme les tueries actifs, là, comment réagir face à un tueur actif. Moi, je faisais partie des formateurs et j'ai coordonné ce dossier-là. Fait que j'ai différents qualificatifs, là, puis différentes expériences. OK, super. OK, fait que vous en avez fait des choses pendant votre carrière. Pas mal. Puis vous en faisiez encore aujourd'hui. Vous faites des formations. Comme là, vous arrivez d'une formation. Exact. Oui, c'était quel genre de formation? Là, présentement, je travaille pour une compagnie de sécurité qui donne des formations au privé, OK. dans des organisations publiques ou privées. Puis, c'est une formation justement en matière de tueurs actifs. Donc, comment réagir face à une menace armée dans une entreprise très connue du centre-ville. Et donc, on forme les 450 employés de cet endroit-là et on leur donne les meilleurs trucs de survie au cas où il y aurait une menace dans l'établissement. Ah, c'est super le fun. Comme ça prépare bien les gens face, comme vous dites, à une menace. Donc, super intéressant de continuer à former aussi des policiers puis des gens via certaines situations qui peuvent être dangereuses pour la vie de certains. Donc, voilà. Peut-être, présentez-nous votre cheminement. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour devenir policier quand vous étiez un peu plus jeune? En fait, je pense que c'est important d'expliquer pourquoi je suis devenu policier à la base. Exact. Moi, quand j'étais jeune adolescent, j'ai pas eu nécessairement une enfance facile. Et j'ai vu les policiers intervenir des fois à la maison. Puis, je trouvais que dans certaines situations, moi, je les voyais comme des héros. Ouais. Donc, je les regardais aller, puis je me disais, ça, j'aimerais ça, moi, aller sauver des femmes, sauver des enfants. Je pense que je me verrais faire ça. Fait que devenir policier, ça a toujours été mon plan A. Puis, si ça n'avait pas fonctionné, je serais probablement devenu pompier. Okay. Puis c'est drôle parce que des fois, on avait des genres de taquinés entre les policiers et les pompiers. Pas tous les policiers, mais certains policiers, certains pompiers se taquinent. Mais moi, je suis jamais vraiment embarqué là-dedans parce que je trouve ça important, les deux métiers, comme les paramédics également, puis les infirmières. Mais quoi, tous les métiers sont importants, là. C'est juste, ça prend des qualités différentes. Donc, j'ai décidé de devenir policier, puis après mon secondaire, j'ai essayé de m'en aller à la technique policière.
Ça prenait des notes qui étaient quand même assez élevées. C'était contingenté déjà dans les années 90. Donc, malheureusement, j'ai pas été accepté à Montréal. J'ai attendu 1 an de plus. La première année, j'ai été au 2e tour en technique administrative au Collège Antique, mais après une semaine, je lâchais. Puis je me dis, je vais prendre une sabbatique, puis je vais me réessayer l'année prochaine, parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Et l'année suivante, j'ai été en technique policière accepté à Trois-Rivières. Je me suis expatrié. J'ai été étudié au cégep de Trois-Rivières 3 ans. Et suite à mon cours au cégep, là, je suis revenu à Montréal. En fait, oui, je suis revenu à Montréal à peu près 4 mois. Et j'ai été appelé à l'École nationale de police du Québec, qui s'appelait l'Institut de police dans le temps. OK. Et j'ai fait la formation de cette époque-là qui était 10 semaines. Par la suite, en terminant, j'ai appliqué dans différents corps de police, dont la Sûreté du Québec puis le SPVM. Et finalement, c'est avec le SPCUM que ça, c'est l'ancêtre du SPVM, que j'ai été embauché comme policier à Montréal. J'avais 21 ans. OK. Est-ce que vous savez pourquoi ça a changé de nom durant ces années-là? Dans ces années-là, il y avait beaucoup de politique au niveau des fusions puis des diffusions des villes. Okay. Donc, les villes s'étaient fusionnées. Les corps de police avaient une seule direction. Il y a des élus municipaux qui disaient non, moi, je veux avoir ma police de quartier. Donc, à un moment donné, il y avait diffusion. C'est venu jouer sur les structures de la police. Okay. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, ils ont appelé ça, au lieu du SPCUM, ils ont appelé ça le service police de la ville de Montréal, qui englobait toutes les banlieues. OK. Donc, c'est pour ça que ça a changé dans ces années-là. OK, super. Donc, admettons, Brossard, Terrebonne, est-ce que ça Non, comprend? ça, c'est vraiment à l'extérieur de Montréal. Okay. Moi, je parle vraiment de toutes les municipalités qui sont sur l'île de Montréal. Donc, à partir, disons, de Senneville, dans l'ouest, jusqu'à Pointe-aux-Trembles, dans l'est. Ouais. Tout ce qui est sur l'île de Montréal, c'est devenu le SPVM. OK, super. OK, parfait. Ah, c'est cool de savoir cette histoire-là. Je n'étais pas au courant. On en apprend tous les jours. Toujours. Puis je vais en apprendre encore plus avec votre métier aujourd'hui. C'est super. C'est un beau cheminement. Puis je pense que, tu sais, quand on a un but dans la vie, puis qu'on sait que on a la petite voix dans notre tête qui nous dit que c'est ça que je veux faire, je vais aller sauver des vies, je veux jouer le héros, je me vois là plus tard. Je pense qu'il faut pas abandonner, puis vraiment... Exact. Tu sais, vous avez pris une année sabbatique, comme vous avez dit, puis ça enlève rien à votre valeur d'aujourd'hui et tout. Puis, tu sais, je pense qu'il faut prendre notre temps. Puis, si on n'est pas accepté, c'est un échec qui nous rend encore plus fort. Donc, c'est vraiment un bel... C'est exactement ça. Il faut pas abandonner parce que c'est sûr, quand on est jeune, on peut avoir un plan A, un plan B, des choses qui ont des intérêts, mais des fois, on cherche, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va correspondre vraiment à nos valeurs. Puis des fois, tu t'en vas vers une option, puis tu te dis, finalement, ça j'aimerais ça. Puis il n'y a pas de mal à essayer des choses. Puis justement, suivre des formations, ça peut t'indiquer, oui, j'aime vraiment ça. Puis je me vois faire ma carrière là-dedans. Ou sinon, juste de bifurquer puis de dire, non, je pense que je serais mieux dans cette optique-là. Donc, il faut pas avoir peur de changer. C'est ça, exact. Mais je trouve que comme déjà en partant, vous donnez déjà un bel exemple à la future génération. Puis c'est ça que je veux sur mon podcast. Donc, très contente de vous avoir. Puis merci d'être là d'avoir pris le temps de venir assister à l'épisode 2. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont écouter cet épisode-là puis qui vont être très choyés de vous apprendre à vous connaître un peu plus. Niveau métier de policier, si on retourne dans le métier, quelles valeurs et qualités vous donneriez qu'il faudrait avoir pour aller dans ce cheminement-là, dans cette voie-là? Je pense que la première motivation, la première valeur qu'on doit avoir, c'est de vouloir faire la différence pour les citoyens et les citoyennes. Il faut que tu veuilles sauver des vies. Il faut que tu veuilles être la personne qui va prendre charge d'une situation à risque élevé, une situation où tout le monde ne sait pas quoi faire, mais toi, tu vas être la personne qui sait quoi faire puis qui va prendre une action. Fait que ça, cette valeur-là d'altruisme, d'aider les autres, ça fait partie du métier policier. Puis c'est pour ça, tantôt, je nommais d'autres métiers qui sont similaires. Infirmiers, médecins, paramédics, pompiers, ce sont tous des métiers de l'urgence qu'il
font en sorte qu'en des fractions de secondes, on doit prendre des décisions qui vont sauver la vie de personne. Fait que il faut absolument avoir ça. Il ne faut pas avoir la valeur de dire « Ah, je vais aller policier parce que c'est quand même payant, puis je vais avoir des vacances, puis penser à l'aspect pécunier. » Parce que devenir policier pendant 30 ans, parce qu'on vit tous 30 ans, après 30 ans, on est fatigué. On a vécu plusieurs chocs pendant une carrière. Donc, si tu n'y vas pas pour les bonnes raisons, tu vas trouver ça long. Fait qu'il faut que tu y ailles pour les bonnes raisons. Puis ça, ben, c'est d'être altruiste. Ah, c'est bien, parfait. Puis je me demandais justement, tu sais, vous avez emmené le point que vous vivez beaucoup de situations, puis après un certain nombre d'années, vous prenez votre retraite la plupart. Est-ce que vous avez un suivi psychologique pendant votre carrière? Ça a changé avec les années. Okay. Présentement, les recherches disent qu'un être humain normal va avoir entre 5 et 8 chocs traumatiques, une possibilité de choc traumatique ou d'événements marquants dans une vie. Ça, c'est un humain normal. Les intervenants d'urgence, on peut avoir entre 500 et 600, 650 chocs ou événements marquants pendant une carrière. Donc, on voit le pire de l'être humain. On le voit dans tous ses raccoins. On peut imaginer le pire des scénarios. Les policiers voient ça. Ça implique des femmes, ça implique des enfants. Donc, de toujours voir des choses qui sont affreuses, puis d'essayer de se faire une carapace pour être capable de continuer à être fonctionnel, ça demande beaucoup d'énergie. Si on vient sur l'aide psychologique comme telle, je dirais là, qu'au début des années 2000, on en parlait peu. C'est un petit peu tabou. Donc, quand ça allait pas bien, ben, c'est souvent, on va aller prendre un verre, puis on va rire, puis on va essayer de décanter ça en prenant de l'alcool. Oui, c'est ça. C'était beaucoup ça jusqu'aux années 2000. À partir de 2000 environ, au service de police de la Ville de Montréal, il y a eu une avancée qui était un programme d'aide au personnel policier, le PAP, qui a été amené par un psychologue, puis que la Ville a accepté. Ça, c'était des psychologues qui étaient vraiment dédiés aux policiers. C'était pas des psychologues généralistes pour l'ensemble des employés de la Ville. Puis, mais ça a été difficile au début parce qu'il y avait une résistance. Les policiers disaient, ben non, je suis pas un faible, je n'irai pas voir m'asseoir avec un psychologue, puis couchez-vous sur le divan, puis contez-moi votre histoire. Donc, changer la culture, ça a pris quelques années quand même. Mais de plus en plus, le mot se passait, non, écoute, ça va pas bien, va voir le psy, puis parle-y. Puis là, ben, il y a eu différentes initiatives qui sont venues après ça. Donc, le PAP existe depuis environ 23-24 ans, même présentement. Et là, avec la pandémie, ça fait 4 ans, ben, la demande a explosé avec la pandémie. Donc, ils ont été obligés d'embaucher des psychologues supplémentaires. Je crois qu'ils sont rendus autour de 7 ou 8 psychologues à temps plein pour desservir juste les policiers parce qu'il y a énormément de policiers qui demandent de consulter. Puis quand tu consultes au SPVM, ben, ça peut être pour des problèmes personnels, ça peut être pour des problèmes professionnels. Des choses que tu as vues, tu as vécues, mais ça peut être aussi du personnel. Ça va pas bien dans ton couple ou avec les enfants, tu peux consulter. Fait que le SPVM a été vraiment avant-gardiste. Puis depuis 12-13 ans, les autres organisations policières au Québec, ben, ont commencé un petit peu aussi à dire il faudrait bien qu'on avance nous autres aussi. Donc, il y a des psychologues qui existent, mais qui ne sont pas nécessairement dédiés aux policiers, qui font tous les employés municipaux. Puis, si tu es un psychologue, puis que tu reçois un policier sur ton divan, puis que tu reçois un col bleu sur ton divan, c'est pas le même travail, c'est pas le même. Donc, il faut que tu connaisses la culture policière, les histoires, la formation. Puis ça, c'est important. Puis au Québec, c'est pas encore tout à fait arrimé. Là, l'École nationale de police du Québec, depuis environ 1 an, a commencé à former des cohortes de psychologues volontaires qui disent, moi, je vais aller suivre une formation à l'École nationale de police du Québec pour vraiment comprendre la formation policière, la culture policière, parce que je veux donner des services aux policiers à travers le Québec. Donc ça vient de commencer, ça fait à peu près 1 an et demi. Ah, bien c'est super! Ouais, fait que c'est ça l'évolution. OK, puis de plus en plus, je crois que comme d'année en année, ça va évoluer encore plus niveau encadrement
Soutien. Ouais, soutien aux policiers, puis probablement aussi que ça doit avoir du soutien pour les paramédics et aussi les pompiers. Donc, Ils ont des premiers soins psychologiques aussi. Aussi, parfait. Qui sont offerts par les municipalités ou les villes, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a des villes qui sont plus en avance que d'autres. Oui, c'est ça. Ben, exact. Un peu dans chaque aspect de la vie aussi. Mais je souhaite que ça continue parce que je pense qu'un encadrement, c'est primordial pour que nos héros continuent à sauver les citoyens, puis pour qu'on aussi on se sente en sécurité en tant que citoyen avec un policier qui est à l'aise d'être là, puis que sous un événement qui peut être choquant, qui ait toute sa tête, puis qu'on se sente en sécurité auprès d'eux. Donc, je pense que c'est important. Exact. Puis en parlant un peu d'expérience et d'expérience, on pourrait dire. Vous m'avez envoyé un article sur la prise d'otage qu'il y a eu il y a 25 ans que vous avez vécu, si on peut aller dans ce petit chemin-là. C'est un article écrit par Pascal Robidas que j'ai eu la chance de lire en fin de semaine. Vraiment intéressant d'ailleurs. Donc, comment, mettons, vous l'avez vécu? Voulez-vous en parler? Si on commence en gros à l'expliquer. Bien, j'aimerais ça peut-être avant de parler de la prise d'otage, je parlais d'un événement qui a précédé la prise d'otage parce que c'est quand même important parce que ça fait le lien vers la prise d'otage. Parfait. J'avais à peu près 2 ans d'ancienneté, j'avais 23 ans. OK. Puis là, je vais faire un résumé. Dans une situation de fight des pays antillais, on appelait ça la Carrie-Fight, il y a eu une fusillade par des gangs de rue dans une foule. Et moi et d'autres policiers, on était intervenus, on était présents dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Et mon partenaire de l'époque s'est fait pointer par un fusil, un 12, que le suspect avait utilisé pour tirer sur la foule. Et mon partenaire a fait un coup de semonce parce qu'il y avait comme une confrontation entre les deux. Finalement, on a arrêté le suspect. Puis le suspect, c'est un jeune de 14 ans. Puis c'est moi qui ai accompagné mon partenaire à l'hôpital parce qu'il était en choc. Okay. Il était blanc comme un drap, il avait chaud et il respirait, mais il avait de la misère à respirer. Et rendu à l'hôpital, il était capable de me parler. Puis en fait, c'est pas rendu à l'hôpital, c'est dans l'ambulance, plusieurs minutes après, qu'il a commencé à me dire il aurait pu me tuer, j'ai pas été capable de faire feu. Puis c'est normal pour un policier d'avoir de la misère à faire feu sur un enfant de 14 ans. C'est difficile pour un policier de faire feu sur un adulte. C'est encore plus difficile de faire feu sur un adolescent, même s'il est armé. Donc, ça prend de la préparation mentale pour réussir à le faire. Fait que ce policier-là a été chanceux parce qu'il s'est fait pointer par un 12, par une arme chargée. Heureusement, la balle s'est enrayée, l'arme s'est enrayée, donc le policier n'a pas été tiré. Mais il y a toujours eu ça sur la conscience. Puis quelques années plus tard, il a démissionné de la police. Il a pris sa retraite parce qu'il n'était plus capable de vivre avec cet événement-là. Puis moi, ça a été mon signal de dire, OK, puis j'ai tout vu la scène, j'étais en arrière du policier. Donc, je me suis dit, si c'est arrivé à lui, ben moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et là, j'ai commencé beaucoup à m'informer sur la formation, sur la préparation mentale, sur la visualisation. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi, pour être meilleur puis prendre les bonnes décisions dans de telles circonstances? Et à peu près 1 an avant ma prise d'otage est arrivée en 2000. Le premier incident que je te parlais, c'était en 93. Okay. Donc, pendant ces 7 années-là, je suivais toutes les formations possibles pour être meilleur. Et 1 an avant, j'ai suivi une formation sur les prises d'otage qui était donnée par un formateur du groupe tactique d'intervention, le SWAT. Okay. Puis là, moi, je m'étais fait des scénarios, je posais des questions précises aux formateurs, puis je m'étais fait des scénarios. Quand je vais vivre ma prise d'otage, comment je vais agir? Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, j'avais des plans. Et ce matin-là, le 31 mai 2000, Maurice Richard, la légende du hockey, était décédé quelques jours auparavant. C'était ses funérailles. Donc, c'est les funérailles de Maurice. J'ai un de mes policiers que j'entraînais qui est parti au service d'ordre
autour de la basilique pour les funérailles. Lorsque ce policier-là revient, Victor, qui s'appelle, Victor, moi, j'étais au lunch, j'étais en train de manger, c'était à 11h05 environ. Fait que là, je demande à Victor comment ça s'est passé. Ben, il dit, écoute, c'était vraiment émouvant, puis des témoignages, etc. Quelques 30-40 secondes après, il repart en sortant du poste, en courant. Lui, il venait d'entendre dans son radio qu'il y a une policière qui venait de se faire pointer par une arme à feu. Ça, c'est dans c'est arrivé dans le quartier Rosemont. Donc, ce qui s'était passé, c'est que pendant que moi, j'étais au repas, en train de mettre mon spaghetti dans le micro-ondes, j'avais fermé mon walkie-talkie, ce que j'ai plus jamais fait après dans ma carrière. J'ai appris ce moment-là que tu dois jamais fermer tes ondes. OK. Donc, j'ai pas entendu ce qui se passait, mais sur les ondes, il y avait un appel à l'intersection de la rue Bélanger et Saint-Hubert. Il y a une banque Toronto-Dominion qui est là pour un vol qualifié. Donc, un suspect qui est entré là armé, qui a fait les caisses, puis il s'est sauvé dans la ruelle, il a pris un vélo, il a roulé sur la rue Bélanger vers l'ouest, jusqu'à Saint-Denis, puis il y a une policière qui est alertée par l'appel de hold-up. Bien, elle descendait Saint-Denis vers le sud, puis elle a vu un cycliste passer sur le feu rouge. Donc, elle a dit, mon Dieu, je suis sur le coin, puis il passe devant moi, il n'est pas gêné. Fait que là, elle a commencé à suivre Saint-Denis vers le sud. Puis, sur le 911 donnait les informations. Elle n'était pas certaine, elle ne faisait pas le lien nécessairement que c'était le suspect, mais c'était lui. OK. Puis là, elle a décidé de l'intercepter à l'intersection des rues Saint-Denis-Beaubien. Elle a mis son véhicule devant le vélo. Lui, elle a laissé tomber son vélo. Elle est sortie de son véhicule en mettant la main sur son arme. Puis là, le suspect, lui, a pris son sac à dos. Il a mis la main dans le sac. Il l'a sorti, il n'y avait pas d'arme, mais il est parti à courir. Donc, la policière a dit, OK, j'ai un suspect, poursuite à pied, blablabla, comme dans les films. Puis là, elle l'a suivi. Lui est rentré dans une ruelle entre la rue Saint-Denis et la rue Drolette, sur Beaubien. Puis quand elle est arrivée dans la ruelle, elle l'a perdu de vue. Il y avait des cours, c'était tous des duplex un côté de l'autre. Il y avait des cours, des clôtures. Fait que là, à un moment donné, elle a comme regardé dans la cour s'il était là. Puis effectivement, il était là au côté de la clôture. Puis là, il a pointé avec un arme à feu dans le visage comme ça. Donc, OK. elle était vraiment pas loin de l'arme. Donc, elle a eu la peur de sa vie. Elle s'est jetée en bas de la clôture. Puis là, sur les ondes, elle a dit, je me suis fait pointer. Il est armé. C'est sûrement le suspect. Emmenez-moi du monde. Puis là, elle était toute seule là, contre OK. le suspect. Donc, tous les policiers des alentours se sont en allés là. Et c'est ce que mon partenaire Victor, dans le poste, avait entendu. Brigitte vient de se faire pointer avec un arme. Donc, lui est sorti pour aller l'aider. Puis là, moi, j'ai dit à mon autre partner, Michel, que je travaillais avec lui ce jour-là, j'ai dit, Michel, let's go, on s'habille, puis on s'en va là-dessus. Puis là, on a commencé à s'en aller vers la situation. Quand on est arrivé là, ben il y a plusieurs policiers qui étaient là avant nous, mais je me suis rendu compte que le périmètre n'était pas étanche au coin de rue Drolette et Bellechasse, qu'il n'y avait pas d'auto. Donc, j'ai mis mon auto de police là, parce que dans une situation comme ça de quelqu'un armé, ce qu'on veut faire, c'est l'enclaver dans un secteur. OK. On veut pas qu'il se déplace avec son arme à feu. Donc, on va mettre des policiers autour de lui, puis après ça, on va essayer d'évacuer les gens. Donc, j'ai été me positionner là. J'ai dit à Michel, qui était une recrue que j'entraînais, j'ai dit, Michel, tous les gens que tu vas voir sur le trottoir du côté est de Drolette, tu les emmènes vers le nord, vers le sud, et moi, je vais reprendre le trottoir côté ouest. Donc, on courait sur les trottoirs. On a vu certains citoyens, on les enlevait de la zone un peu critique. Puis pendant ce temps-là, on entendait sur les ondes que le suspect était à l'arrière, lui, dans un deuxième étage, sur un balcon. Puis les policiers nous disaient, les policiers en avant, surveillez-vous, il défonce. Puis là, il a défoncé une première porte. Il a été fouillé dans le logement, il n'y avait pas personne. Il était à peu près 11h25, 11h30 le matin. Il a défoncé une deuxième porte sur le même palier. Puis encore là, il n'y avait pas personne. Mais là, les policiers en arrière, ils ont dit, il est fou, il nous pointe avec son arme. Puis moi, déjà, je commençais à me dire, OK, là, on est-tu dans une situation... On n'était pas encore dans la prise d'otage, mais je le savais que les policiers qui étaient dans la ruelle, qui se faisaient pointer, auraient pu faire feu sur le suspect. Je savais qu'avant qu'il défonce puis qu'il rentre dans le logement, les policiers auraient pu faire feu sur le suspect.
parce que on veut pas que le suspect se rende à des otages. À cause de la formation, j'ai été au courant de ça. Et fait que le suspect est rentré dans le deuxième logement, s'est en allé vers l'avant, puis là, les policiers ont avisé, les policiers en avant, surveillez-vous, on le perd de vue. Puis comme ils ont dit ça, j'ai vu le suspect apparaître sur un balcon, mais la manière que j'étais placé, je voyais pas qu'il avait son arme, parce que son arme était sur le bord de sa cuisse, puis moi, j'arrivais de sa gauche. OK. Donc, je voyais pas. Mais j'entendais les policiers qui étaient devant lui crier « Lâche ton arme, lâche ton gun, t'as-tu compris? Lâche ton gun! » Puis le suspect, lui, a descendu les escaliers. Il a commencé à descendre l'escalier. Puis là, dans ma tête, à moi, à cause de la formation, je me disais, il y a quelqu'un qui va faire feu. Puis il n'y a personne qui a fait feu. Il est passé à travers les policiers, certains, des fois, à une distance comme toi, puis moi, un gars armé. Là. Ça prend une seconde faire feu, tu sais. Exact. Puis il n'y a personne qui a fait feu. Là, il a traversé la rue de Rolette, puis il est arrivé sur mon trottoir. Puis il est rentré dans une cour. Puis moi, comme je courais déjà, les autres policiers, eux autres étaient plus en petit bonhomme, cachés en arrière des autos, ben moi, je suis comme arrivé le premier devant la cour où il venait de rentrer. Puis quand il est rentré dans la cour, ben là, je me suis déplacé avec mon arme. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un otage dans la cour. Puis j'ai reconnu l'otage. L'otage, dans le temps, c'était un commentateur de vin et fromage qui s'appelait Jules Roiseux. Okay. C'était un Français de France, mais qui était émigré au Québec, puis qui était spécialisé, puis faisait des reportages sur les différents vins et fromages. Je l'ai reconnu. Donc là, j'ai pris mon micro, j'ai dit « Madame, j'ai dit, il y a une prise d'otage. L'otage, c'est Jules Roiseux de TVA. » Puis, j'ai donné l'adresse, puis j'ai dit « Je vais négocier. » Fait que là, j'ai commencé à parler avec le suspect, puis c'était comme un film. Moi, ce que je voyais, c'était la tête de l'otage, puis là, j'ai les mains sales parce que j'ai fait de la rénovation. Là. Aucun problème. Que là, je monte ma main. Mais j'ai travaillé 2 heures pour essayer de faire enlever ça, puis en tout cas. Pas grave, ça paraîtra pas. Là, j'ai la tête de l'otage, j'ai un gun, puis ça, c'est la tête du suspect. Fait que moi, ce que ça ressemble à ça. Puis moi, je suis là-bas, peut-être à 5 mètres de lui. Okay. Donc, je peux pas tirer parce que j'ai pas de cible sur le suspect, puis il y a un gun sur la tête. Fait que ça ressemble vraiment à un film. Oui, vraiment. Vraiment. Puis là, je me dis, puis je sais où tirer. Ça, j'ai été formé pour ça. Puis là, je dis au suspect, écoute, je sais pas c'est quoi les problèmes que tu as aujourd'hui. Je dis, mets ton gun à terre, le monsieur, il t'a rien fait. Tu as peut-être des problèmes de drogue, de jeu, d'alcool, de dette. Peu importe, il y a des solutions. Fait que mets ton arme à terre, laisse aller le monsieur. Il mérite pas ça. Je vais t'arrêter, je vais te mettre les menottes, je vais t'arrêter, mais je t'emmènerai pas au poste tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller t'inscrire dans une maison de thérapie. Je vais payer s'il faut, puis je me ferai rembourser après, mais je vais t'inscrire dans une maison, puis après ça, je vais t'emmener rencontrer un enquêteur. Mais on va faire ça en premier. C'est-tu correct pour toi? Fait que là, je pose la question. Puis là, pour toute réponse, il sort de la cour, puis il s'en vient vers moi avec son otage. Fait que là, tu sais, quelqu'un qui s'approche de toi comme ça, là, qui a un gun, qui peut faire ça de même très vite vers toi, c'est très épeurant. Donc, j'essaie de me cacher en arrière d'un camion. Là, il s'en vient, il arrive sur le trottoir, il y a le trottoir, il y a un camion, puis moi, je suis l'autre bord du camion. Fait que là, je suis rendu à 2 mètres de lui. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu m'entends? Ça te tente-tu qu'on fasse ça? T'as-tu compris? Il me regarde, comme ça, sur le côté, puis il me fait... En voulant dire, je m'en fous. Fait que là, je vois sa tête, mais en arrière, je vois la tête de l'otage. Fait que je peux pas faire feu non plus. Puis là, il marche sur le trottoir. Il s'éloigne de moi. Puis là, je me dis, OK, Stéphane, il faut que tu te fasses oublier parce que tu vas peut-être être obligé de neutraliser la menace. Puis donc, je me fais oublier, je parle plus. Puis là, une dernière fois, il me regarde, voir où est-ce que je suis, mais après ça, il me regarde plus. Puis là, il marche pour s'en aller à l'intersection de Beaubien. Puis là, il y a plein de policiers avec des chars de police qui bloquent la rue. Puis, il n'a pas parlé aux policiers encore. Puis moi, tout le long de ça, à partir du moment qu'il sort de la cour jusqu'au coin de la rue, ça prend 1 minute 30, où ce que dans ma tête, je me dis, je le fais-tu, je le fais pas. Le bien, le mal, un dilemme éthique. Si je le fais, ben oui, je vais sauver l'otage, mais ils vont dire que je suis un tueur dans les médias. Ils vont dire non, ils n'ont pas donné toutes les chances. Ton père, c'est un assassin, parce que j'avais des enfants à l'école. Ton père, c'est un policier assassin. Je vais vivre avec ça. Une réputation, oui. Vous pensez à votre réputation avant d'agir. Ben, j'y ai pensé, en tout cas. Oui. Puis, donc, je vais être comme le méchant.
Ouais, mais Stéphane, si tu le fais pas, puis qu'il tue ton otage, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Fait que d'une manière ou l'autre, je vais peut-être consulter un psy, mais s'il tue l'otage, je vais consulter un psy toute ma vie, là, parce que je ne l'aurais pas sauvé. Puis ce citoyen-là doit être sauvé, puis c'est ma job. J'ai été formé pour faire ça. Puis, fait que là, j'étais en train de penser à ça, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis pendant ce temps-là, ben, je me préparais pour le faire. Tu sais, je regardais comment j'avais été formé, comment je vais tirer, puis j'avais confiance en mon tir. J'étais à 18-20 pieds derrière lui, donc à peu près 6 mètres derrière lui. Et à un moment donné, ben là, je voyais vraiment la tête, le gun, la tête. Puis dans une situation de prise d'otage, c'est la tête que les positions on va devoir viser. On ne peut pas tirer. Puis là, je devance peut-être ta question, mais pourquoi tu ne tires pas ailleurs dans le corps? Mais ça, c'est une question normale d'un citoyen. C'est que si tu tires ailleurs dans le corps puis que le suspect tient sa détente, ben, il va avoir un réflexe sympathique. Il va avoir une crispation des muscles. Donc, si je tire dans le dos, ou si je tire ici, ou si je tire dans une jambe, puis ça, il faut être précis pour pogner une jambe, c'est tout petit, Oui. ben, ça va faire en sorte que le doigt va crisper, puis là, la balle va partir vers la tête de l'otage. C'est ça qu'il faut pas. C'est ça qu'il faut pas. Faut pas faire un élan de minot, là. Exact. Ouais, exact. Donc, il faut viser la tête. Vous étiez dos à lui, il était dos à vous. Oui. OK. J'étais dans son dos, puis il me regardait plus. Là, il regardait les policiers devant lui. OK. Puis ce qui a fait vraiment en sorte que j'ai décidé de faire feu, c'est, pour une fois, il a parlé. Il y a un policier qui a dit, là, c'est assez, tu le laisses aller, puis tu passes pas ici. T'as-tu compris? Tu passeras jamais ici. Parce qu'on peut pas le laisser. Il y a un otage de trop. On peut pas le laisser rentrer dans un commerce avec 12 otages. Oui, OK. Parce que là, ça va être pire comme situation. Oui, c'est ça. Donc, là, le super, la première fois, il a dit, là, mon esti de chien, tu te tasses ou je le tire, puis je me tire. Puis là, je me suis dit, OK, Stéphane, t'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Fait que là, j'ai commencé à appuyer sur la détente. Là, j'ai vu la tête d'un policier se placer en arrière de la tête du suspect. Je dis, oh non. Puis ça, c'était Victor qui était au funérailles un matin, que j'ai reconnu. Puis là, je me suis déplacé un peu. Là, j'avais un angle où j'avais pas de tête en arrière. Puis j'ai continué à appuyer sur la détente. Puis là, bang, le coup de feu est parti. J'ai été surpris. Là, j'ai vu le suspect tomber. J'ai vu l'otage déstabiliser puis aller s'accoter sur le mur. Puis là, je suis arrivé par-dessus le suspect. J'ai vu le sang. Puis là, j'ai commencé à... J'ai vu que ça avait fonctionné. Puis j'ai commencé à crier. Il est mort, il est mort. Puis là, je criais dans la rue. Puis là, j'entendais plein de policiers autour de moi, mais moi, j'étais concentré sur le suspect. Puis il est mort, je l'ai tué. Puis là, les gens autour de moi disaient, Stéphane, t'avais pas le choix, c'était lui ou l'otage. Oui, mais je voulais pas le tuer, j'ai offert de l'aide, puis il l'a pas pris. Oui, mais t'as fait ce qu'il fallait, c'est correct, Stéphane. Mais j'étais pas capable de respirer, tu sais, les effets physiques. Exact, oui. En plus des pleurs, c'est que j'étais pas capable de respirer. C'est comme si on m'avait mis une tonne de briques sur la cage thoracique. Puis je criais. Puis, fait qu'il y avait des citoyens autour, etc. là. Puis là, je suis parti comme machinalement. J'ai dit, je peux pas rester ici. Puis là, je suis marché sur la rue Beaubien. Je suis rentré dans une boutique de vêtements pour femmes qu'il y avait sur le coin de la rue. J'ai été m'asseoir dans le fond du commerce à travers les racks de vêtements. Je me suis assis au sol. J'ai enlevé ma chemise, ma veste par balle. Fait que j'étais rendu juste en T-shirt. Puis j'avais tellement chaud. Puis moi, j'avais l'impression que j'avais été là au sol 2-3 minutes dans ma tête, dans mes souvenirs. Puis après ça, les policiers ils m'ont dit non, on t'a ramassé. Tu t'es assis à peu près 22 secondes. On savait pas si tu t'en allais avec ton gun sur la rue. Puis on t'a ramassé, puis on t'a mis dans un véhicule de superviseur. Puis effectivement, ça, je me souviens de tout ça. Ils m'ont ramassé. J'ai dit non, laissez-moi ici, je veux respirer. Puis finalement, ils m'ont pris un peu de force. Ils m'ont mis dans le véhicule de superviseur. Quand je suis arrivé dans le véhicule, c'était une sergente qui était là, qui est devenue éventuellement une haut gradée du SPVM, qui s'appelait Simonetta. Puis là, Simonetta, elle me dit, tu vas aller à quel hôpital, Stéphane? Ben, j'ai dit, la seule que je connais, c'est Notre-Dame, sur Sherbrooke. Donc, elle m'a emmené là. Puis tout le long, ben, là, mon partenaire était avec moi, Michel. Ce que moi, j'avais fait 7 ans avant, accompagner mon partenaire à l'hôpital, ben, là, c'est lui qui le faisait avec moi. Ah, OK. Parfait. Puis en arrivant sur les lieux, ben, je pleurais. Puis l'infirmière au triage, elle dit, oh mon Dieu, elle dit, vous, monsieur, ça n'a pas l'air de bien aller.
Ben, j'ai dit, madame, j'ai dit, puis là, en pleurant, mais j'ai dit, madame, j'ai dit, ça peut pas bien aller, je viens de tuer quelqu'un. Puis j'ai donné des chances. Puis elle me dit, ben, monsieur, elle dit, si vous l'avez fait, elle dit, c'est parce que vous deviez le faire. Si tu savais comment ça m'a fait du bien d'entendre une citoyenne, ma première que je parlais, me dire ça. Là, dans ma tête, je me suis dit, ouf, Stéphane, il y en a au moins une qui te croit, qui te supporte. Donc, il y a peut-être une chance que d'autres ne disent pas que tu es un tueur. Puis, j'ai dit, oui, mais j'ai tout essayé, madame. Moi, j'ai été dans une salle de triage. Là, tous les soutiens psychologiques sont arrivés. Ma relève aussi, qui était présente, a été relevée, sont venus me rejoindre à l'hôpital. J'ai passé plusieurs heures à l'hôpital. Puis, quand je suis sorti de là à 11 heures le soir, avec ma gang, j'avais pas dîné. Le dîner était encore dans le Oui, c'est encore là, oui. Quand ils sont venus me reconduire à la maison, ils ont fait venir de la pizza, puis vers minuit et demi, 1 heure du matin, ils sont partis. On dit, t'es-tu correct? Oui, je suis correct, c'est correct, je vais essayer de dormir. Mais je n'étais pas capable de dormir. Puis là, j'étais célibataire. Fait que j'ai rappelé la mère de mes enfants. J'ai dit, vers 2 heures du matin, j'ai dit, gars, je peux pas rester tout seul. Le policier qui est impliqué là-dedans, c'est moi. Puis je peux pas rester tout seul. Fait que j'ai été dormir chez mon ex sur le divan. Puis au moins, j'avais une présence autour de moi. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'ai été en arrêt de travail 10 jours. OK. Puis après ça, je suis revenu au travail pendant que l'enquête se faisait. OK. Puis à l'automne suivant, moi, c'est arrivé le 31 mai. En août ou en septembre, fin août, début septembre, le bureau d'enquête indépendante, en fait, c'était la Sûreté du Québec qui enquêtait dans ce temps-là. OK. Ben, ils ont dit le policier ne sera pas accusé. Fait que je m'en suis. C'est comme ça que ça s'est terminé. OK, super. Donc, vous n'avez pas eu de conséquences. Pas été accusé au criminel. Oui, OK. Mais comme l'infirmière l'a si bien dit, je suis très d'accord avec elle. Donc, tant mieux. C'est une très belle histoire concrète qui peut donner un exemple à notre auditoire. Donc, vraiment, puis je trouve ça le fun que, tu sais, par vous-même, vous avez pris l'initiative d'aller faire le plus de formations possible pour être prêt à toute éventualité sur un terrain. Ça montre que quand on veut, on peut. Puis, pensez-vous que si vous n'auriez pas fait la formation, vous auriez peut-être pas été apte à agir à ce moment-là? Exactement. Si je n'avais pas suivi la formation, comme les 30 autres policiers qui étaient là, il y avait une trentaine de policiers sur la scène, puis il y en a 3 qui avaient suivi la formation. Puis c'est les 3 qui étaient le plus près de faire feu. OK. Donc moi, quand j'ai fait feu, les 2 autres m'ont dit, Stéphane, j'étais à une fraction de seconde aussi de le faire. Mais plusieurs policiers, quand on a eu les rétroactions, soit techniques ou émotionnelles avec les psychologues, plusieurs policiers pleuraient. Je te dirais une bonne dizaine de policiers qui pleuraient, policiers, policières, dont une policière que je me souviens, elle me disait, Stéphane, il est passé devant moi avec son arme. Elle dit, j'aurais pu le tirer dans le dos. Puis ça aurait été justifié là, de le faire. Puis elle dit, je n'étais pas confiante. Elle dit, je revenais d'un congé maternité. Je n'étais pas confiante que j'allais réussir à l'atteindre, mais il aurait pu me survirer puis me tirer. Puis comment ça fait que nous, on n'est pas formés? Fait que moi, j'entendais ça, les témoignages, puis je disais, vous avez raison. Je dis, c'est inadmissible que les policiers ne soient pas tous formés sur ça. Puis je l'ai pris un peu personnel. J'ai dit, moi, je vais me battre pour former mieux les policiers patrouilleurs, leur donner du maintien de compétences parce qu'il n'y en avait pas assez. Fait qu'à partir de 2000, 2001, j'ai commencé à achaler les directeurs, les assistants directeurs, de dire, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas juste former les groupes spécialisés. Les patrouilleurs, il faut vous les maintenir à jour, il faut vous leur parler de préparation mentale, puis de comment agir sur différentes situations. Les policiers l'en demandent. Puis il a fallu attendre en 2005, 5 ans plus tard, pour que Marc Parent, qui allait devenir le directeur du service de police en 2010, mais là, il était adjoint directeur. Marc Parent, c'était un ancien du SWAT. Puis lui aussi croyait beaucoup à la formation. Oui. Puis lui, en s'en allant vers la direction, il a dit, il faudrait qu'on emmène du maintien de compétences pour les patrouilleurs via des coachs en emploi de la force. Il a mis en place, fin 2015, un système de coach en emploi de la force dans chacun des postes. Puis moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, enfin, il y a un cadre qui a compris que c'était important la formation continue.
Donc, je suis embarqué dans ce train-là, puis je suis devenu un des leaders de ce train-là qui a duré jusqu'en fin 2018. Donc, de partir de fin 2005 jusqu'à fin 2018, pendant 13 ans, il y a eu des coachs en emploi de la force. Puis moi, à partir de 2014, j'ai coordonné les coachs à temps plein avec un collègue. Puis c'est là qu'on a fait... il y a eu Dawson en 2006. On a participé à la formation de tous les policiers en matière de tueurs actifs, des simulations, etc. Fait que ça, c'est quelque chose que je croyais beaucoup, de former le plus possible nos policiers. Puis, malheureusement, à fin 2018, il y a eu une nouvelle direction qui est arrivée qui croyait moins au maintien des compétences. OK. Ça a été un peu tassé. Ils ont voulu réinventer la roue avec une nouvelle façon de faire. Ils ont gardé le principe des coachs, mais ils n'ont pas donné aux bonnes personnes. Puis, ça a fait en sorte que notre bébé est mort, ou presque. Puis, ils ont essayé depuis 2019 à 3 reprises de repartir le système de coaching. Là, présentement, il y a de l'espoir parce que ceux qui s'occupent de nos anciens coachs, du système de coach, bien, c'est des anciens coachs qui travaillent avec nous. OK. Donc, il y a de l'espoir que ça reparte sur de bonnes bases dans les prochains mois. Là. OK, bien super. Ben, je le souhaite pour le futur, puis peut-être pour les futurs policiers à la maison qui regardent. Wow, ça passe vite. J'étais full dedans quand vous racontiez votre histoire. Est-ce que vous pourriez nous partager peut-être ce que vous aimez le plus et ce que vous avez aimé le moins dans votre métier? Bien, ce que j'aimais le plus, comme tous les policiers, c'est l'adrénaline. Oui. Parce que quand tu t'en vas sur un appel pour aller aider quelqu'un, exemple, un appel de violence conjugale, je te donne un autre exemple. On a un appel de violence conjugale dans Chère-Maisonneuve. Les voisins appellent, disent on entend une femme crier, puis il y a de la bagarre. J'arrive avec avec une collègue policière. On écoute à la porte, puis on entend des râles. Quelqu'un qui fait qui a de la misère. Fait que là, OK, c'est beau, on va rentrer. Okay. Fait qu'on on peut défoncer une porte, mais là, la porte était déverrouillée. Fait qu'on fait juste rentrer. Quand on rentre dans l'appartement, je vois un gars qui est par-dessus une fille qui est au sol, puis il est en train d'étrangler au sol. OK. Fait que c'est ça qu'on entendait oralement. Oui, un étranglement. Donc, si on arrivait, mettons, 30 secondes après, est-ce qu'il aurait fini de la tuer? Est-ce qu'il l'aurait tué? Je ne sais pas, peut-être qu'il l'aurait lâché, mais moi, je vois ça tout de suite. J'arrive, là, je fais une encolure, une contrôle par le cou, comme ça. Puis là, ben, je le squeeze pour l'amener à l'inconscience, parce qu'on peut emmener quelqu'un à l'inconscience en faisant une encolure, sans le tuer. Puis là, je dis, lâche-la. Puis là, il l'a lâché. Puis là, fait qu'on a sûrement sauvé la vie de cette femme-là. Fait que, tu sais, quand tu arrives sur l'adrénaline, tu as un appel, tu conduis en véhicule d'urgence, tu arrives là, tu as des décisions à prendre en quelques secondes, puis c'est toi qui fais la différence dans la vie de quelqu'un, d'une femme, d'un enfant. Après ça, tu te tapes dans les mains, tu te dis « Yes! Hey, ça, c'était une belle shot. » Oui, je comprends. Fait que ça, sauver des vies, puis l'adrénaline, c'est ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, ben c'est le P de l'être humain. Comme je le disais au départ de l'entrevue, tout ce que tu peux imaginer de P qu'un être humain peut faire, un autre être humain ou un animal, on le voit. Oui. Mais sur des enfants, sur des bébés, sur des femmes, l'exploitation sexuelle, les femmes battues, la prostitution forcée, les injections, des choses atroces qu'un être humain normal ne devrait pas voir, mais les policiers, on voit ça à répétition dans une carrière. OK. Fait que ça, c'est le côté lourd. Puis ce que ça fait, c'est que les policiers, pour être capables de continuer à terminer notre opération, même quand il y a plein de liquides biologiques partout, ben on se développe une carapace, puis on se développe un sens de l'humour qui est un peu spécial. Tu sais. Les infirmières ont aussi ce sens de l'humour-là. Parce que si tu es toujours choqué par le sang, parce que tu vas voir, ben, puis tu n'es pas capable d'intervenir. Donc, il faut essayer de te protéger, de faire de l'humour noir pour essayer de t'en sortir. OK. Mais après ça, il faut aller le consulter. Oui, c'est sûr. Ouais. OK. Il faut que ça sorte. Oui, c'est sûr. OK. Ben, c'est super intéressant de nous partager ça. Puis oui, effectivement, une carapace dans des métiers comme les vôtres, je pense que
c'est ça l'important. Puis je pense que, comme vous aviez dit au début, dans les valeurs à avoir, je pense que c'est aussi d'avoir une carapace face à toutes les situations de l'être humain, parce que vous avez dit que vous venez de dire que vous voyez l'être humain à son pire, donc oui, c'est sûr. Puis l'adrénaline, oui, moi-même, en vous écoutant, je vivais l'adrénaline sous vos écoutes. Fait que c'est tellement le fun. Ouais, hein, c'est ça. Hey, j'avais vraiment hâte de vous recevoir justement à cause de ça. Je sais comme il va me conter des histoires. C'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi, peut-être, nous partager comment vous aviez... parce que tu sais, en tant que policier, vous êtes occupé. Vous avez beaucoup d'heures de travail. Des fois, vous avez des horaires de nuit, des horaires de jour. Comment avez-vous partagé ça avec votre vie privée, votre vie familiale? Parce que c'est quand même, tu sais, il faut faire des compromis et tout. Fait que pour les gens, peut-être, qui veulent devenir policiers, mais ils veulent fonder une famille, ils ont d'autres projets en vue. Comment vous partagez votre vie? C'est important d'avoir... Si tu connais la personne avant d'aller dans la technique policière... c'est important de dire à la personne, écoute, c'est ça mon rêve, tu viens ça avec moi, puis tu sais, je vais faire des jours, soir et nuit, peut-être pendant 15 ans, 20 ans. Je serai pas tout de suite un enquêteur. Il y en a qui veulent devenir enquêteur. Moi, je voulais pas devenir enquêteur. La moitié veulent devenir enquêteur, la moitié veulent rester patrouilleur, ou il y en a un faible pourcentage qui veulent monter comme cadre. Okay. Mais... donc, c'est quelque chose que tu dois dire à ton conjoint. Si ton conjoint dit non, je veux pas t'aider dans la police, je veux pas que tu fasses des chiffres, t'as pas le bon conjoint. Là. Non, change. Change de conjoint. Change pas de carrière, change de conjoint. Puis donc, moi, je fréquentais, quand j'ai décidé d'aller là-dedans, je fréquentais celle qui allait devenir la mère de mes enfants. Puis elle comprenait les sacrifices que ça imposait pour elle aussi. Donc, le temps supplémentaire, des fois, écoute, je rentrerai pas, je vais travailler de jour, puis je vais travailler de soir aussi. Des fois, je vais être de soir et de nuit. Donc, il faut que tu sois capable de te revirer sur une scène rapidement avec un réseau avec ta mère pour garder les enfants si nécessaire. Donc, ça vient avec ça. Puis si tu rencontres une conjointe, un conjoint, pendant que tu es policier, tu es célibataire, c'est la même affaire. Il faut t'expliquer, écoute, j'ai une situation particulière. Il y a des fois que tu ne me verras pas souvent parce que il y a du temps supplémentaire. À partir du mois de avril-mai, les périodes de vacances jusqu'en septembre, octobre, pendant ces 5-6 mois-là, les policiers travaillent énormément, font beaucoup de temps supplémentaire, font beaucoup de 16 heures au lieu des 8 heures. OK. Donc, pendant toute la période estivale, là, t'en as la moitié qui s'en vont en vacances, mais les autres, ils travaillent, eux autres, pendant ce temps-là. Oui, il en faut sur le terrain, tout le temps. Puis il y a les festivals, il y a les services d'ordre, le Grand Prix, ça prend des polices. Exact, beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements, donc tu fais beaucoup de temps supplémentaire. Fait que si t'as pas une conjointe, un conjoint qui comprend ça, ça va être long le temps. Fait que le mieux, c'est de la communication, de dire, écoute, je respecte ça si tu veux pas me suivre là-dedans, mais moi, je vais te suivre dans ton métier, il faut que tu me suives dans le mien. Exact, ça se fait à deux. C'est ça. Puis avec, vous avez des enfants, c'est ça que vous m'avez dit? Oui, avec les enfants. En bas âge. Vous avez des enfants de... Je les ai eus en bas âge, okay. Puis là, ils sont rendus à 33, 30 ans. OK, quand même. Ils sont rendus... ils font quoi? Oui. Sont-ils policiers? Non. Non? OK, parfait. Est-ce qu'eux, ils ont accepté ça? Est-ce que vous aviez comme peut-être comme un peu de culpabilité de peut-être moins être à la maison pour les éduquer ou ça s'est super bien fait? Non, ça s'est super bien passé dans le sens que quand j'étais à la maison, c'était toujours ma priorité. OK. Donc, ça a toujours été comme ça. Il y a le travail, puis là, quand tu es à la maison, occupe-toi des enfants. C'est ça, exact. Oui, super. Vous avez bien partagé ça. En général, oui. Oui, super. Mais c'est une question que, justement, j'avais parlé un peu à mes amis avant de vous interviewer, puis mes amis étaient comme, mais tu sais, policier, c'est un métier occupants, ils sont pas souvent à la maison. Tu pourrais peut-être poser une question de ce genre-là. Ils vont être contents d'avoir eu la réponse. La communication, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Puis je pense que vous avez eu un bel équilibre de vie malgré tout. Ça serait quoi pour terminer le conseil que vous donneriez peut-être aux futurs policiers qui veulent se lancer dans cette carrière-là, ou même à la future génération en général, ceux qui veulent devenir médecins, enseignants, ça serait quoi le conseil avant de partir une carrière? C'est toujours le même conseil, c'est-à-dire que c'est normal qu'on se cherche un peu quand on est plus jeune, on n'est pas tout le temps sûr de ce qu'on veut faire, mais il faut y aller en fonction de ses valeurs, en fonction de ses intérêts.
qu'est-ce que j'ai le goût de faire? J'ai-tu le goût de sauver des vies de telle façon? Est-ce que j'ai le goût d'aider financièrement des gens de telle façon? C'est quoi mes intérêts? C'est quoi je vais être intéressé de faire toute ma carrière? Qu'est-ce que chaque matin, je vais me lever, puis je vais aller faire mon métier, puis je vais dire, Caroline, j'aime ça, faire ça. Ouais. Fait que c'est de choisir quelque chose qu'on aime faire, parce que sinon, le temps, il est long. Fait que que ce soit des métiers de l'urgence, que ce soit des métiers notaire, avocat, administration, peu importe. T'aimes-tu ça? Si t'aimes ça, ben vas-y. Puis si à un moment donné, tu te rends compte que finalement, il y a plus de désavantages que d'avantages, ben il n'y a rien qui m'empêche de me réorienter. Puis j'ai en tête quelqu'un dans mon entourage, c'est arrivé à quelques reprises, mais quelqu'un qui était dans les médias, puis qui a décidé de devenir policier ou policière. Fait que ça, un ancien journaliste qui devient policière, ça existe. OK. Puis des fois, plus tard dans une carrière de journaliste. Là. OK. Donc, cool. c'est jamais trop tard pour se remettre en question puis dire, je suis rendu à 36 ans, j'ai fait le tour de mon métier, puis je vais peut-être m'en aller faire un AEC, là, c'est un programme de certification pour devenir policier. Je pense que c'est jusqu'à 35 ans, les AEC. Mais c'est ça, il n'est jamais trop tard pour revenir à quelque chose qu'on avait en tête. Puis, Oui, exact. Mais bon conseil. Puis je pense que aussi, dans la vingtaine, je pense que c'est la décennie où on se cherche le plus. Parce que c'est là que les grosses décisions, la première maison, la décision d'avoir des enfants, la décision d'acheter notre premier terrain pour se construire, choisir notre métier, si on fait si on va à l'université, si on fait une maîtrise, si on fait un doctorat. Donc, je pense que comme M. Stéphane l'a dit, il l'a très bien dit, je pense que c'est d'essayer puis de voir ce que la vie... puis de vraiment suivre notre intuition, tu sais, suivre notre petite voix dans notre tête. Fait que on va terminer ça là. Déjà, ça passe super vite, hein? Oui, puis c'était super intéressant de vous avoir sur mon podcast. Puis j'avais vraiment hâte de recevoir mon tout premier invité, un policier. Ça s'est super bien passé. Ça paraît pas que c'est ton premier invité. Ah, OK. Ben, je fais souvent des entrevues médiatiques ou d'autres podcasts. Puis OK. Ça coule de source. OK. Ben c'est fun d'entendre. Ça m'encourage pour les prochains. C'est que, merci d'avoir pris du temps parce que des fois, vous êtes occupés et tout. Donc, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Puis, est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux que vous pouvez peut-être plugger? C'est comme vous voulez. Je peux être suivi sur les réseaux sociaux standards, mais pas Instagram. OK. Pas TikTok, parce que je fais pas de vidéos un peu spéciales sur TikTok. Mais je suis plus sur LinkedIn, en tout cas, c'est dur à dire. LinkedIn, oui. Oui. Bon, je suis plus sur ce réseau-là où ce que je publie de temps en temps des réactions face à des problématiques de sécurité publique. OK. Fait que c'est plus un réseau d'affaires. Sinon, Facebook, à mon nom, j'ai mon vrai nom. Fait que là aussi, je vais publier certains articles. OK, super. Donc, vous faites un peu de pédagogie sur vos réseaux sociaux par rapport à l'actualité policière ou... OK, super, c'est intéressant. Puis, comme vous avez dit au début, vous faites aussi des formations. Donc, peut-être que les futurs policiers, vous allez peut-être avoir la chance un jour de travailler avec M. Stéphane Wall, juste à ma droite. On sait jamais. La vie, des fois, est bien faite. Donc, sur ça, merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée. Merci. Aussi, je voulais remercier les studios SF. Je suis encore dans le boudoir, donc si jamais vous avez des projets podcast à filmer ou plein d'autres projets, ils ont des studios déjà préfabriqués. Donc, c'est vraiment le fun. Et il y a une super belle équipe technique derrière tout ça. Donc, bel accueil chaleureuse et bien encadré. Donc, voilà.